Dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu envoya Moïse auprès de Pharaon pour lui demander de libérer les Hébreux de l'esclavage. Mais celui-ci refusa. Alors, une série de catastrophes divines appelées les 10 plaies d'Égypte s'abattirent sur le pays. Les eaux du Nil se changèrent en sang, les grenouilles envahirent le pays, des nuées de mouches et de moustiques ravagèrent les cultures et le bétail fut décimé par la maladie. Le fléau toucha également les hommes, couvrant leur corps de furoncles douloureux. Face à l'obstination de Pharaon, les catastrophes s'intensifièrent. La grêle et les essaims de sauterelles détruisirent les récoltes, les ténèbres s'abattirent sur l'Égypte, et enfin la mort frappa tous les premiers-nés de ce pays. Alors Pharaon, endeuillé de la mort de son fils, céda et permit aux Hébreux de partir. Bonjour. Alors, j'ai remarqué que la plupart d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, et donc je vous invite à changer ça dès maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, voilà. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un passage de l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte. Alors, on va pas rentrer en détail dans le récit religieux parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les explications scientifiques derrière cet événement. Et pour accomplir cette tâche, j'ai l'immense joie de vous annoncer que je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée d'une spécialiste en archéologie environnementale. J'ai nommé Elsa de la chaîne Passeport pour hier. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alice et merci de l'invitation. Alors effectivement, il est probable que des événements cataclysmiques se soient vraiment produits et que le livre de l'Exode ait gardé en mémoire une partie de ces événements en les présentant comme des manifestations divines. Allez, c'est parti, on vous raconte tout. Alors déjà, le récit de l'Exode, on sait pas trop quand est-ce que ça se passe. On a bien des témoignages d'auteurs anciens qui ont écrit dessus, mais aucun ne le situe à la même période. Voilà. Super facile, merci les gars. Vous auriez pu vous concerter avant, s'il vous plaît. Par exemple, Hérodote place le récit sous la domination des Hyksos, sauf que problème, il n'y a pas de pharaon à cette période-là. Étant donné que c'est Moïse qui demande à Pharaon de laisser partir son peuple, s'il n'y a pas de pharaon, ça marche pas, c'est pas possible. À la limite, on peut supposer que ce serait sous le règne d'Ahmosis Ier, celui qui a donc chassé les Hyksos et repris le contrôle de l'Égypte, que ce se serait passé. En plus, on a retrouvé une stèle qui décrit que sous son règne, des pluies torrentielles auraient dévasté l'Égypte. Cependant, certains savants proposent plutôt le règne de Thoutmôsis II, étant donné que lui et ses proches sont morts d'une maladie qui ressemble à la 6e plaie décrite dans le livre de l'Exode. Enfin, d'autres chercheurs proposent le règne de Ramsès II, car des changements climatiques bien attestés ont eu lieu sous son règne, changements qui seraient donc à l'origine de certaines plaies décrites dans la Bible. Donc, grosso modo, cet événement aurait eu lieu dans une fourchette temporelle comprise entre 1570 et 1220 avant notre ère. C'est large. C'est très large. Parmi les scientifiques qui tentent d'expliquer les 10 plaies d'Égypte, l'un des plus prolifiques est sans doute Ciro Higino Trevisanato. Ce spécialiste en biologie moléculaire avance l'idée que cet événement aurait été déclenché par l'éruption du mont Santorin. D'après les volcanologues, cette éruption fut particulièrement violente, avec un indice d'explosivité volcanique estimé entre 6 et 7. En comparaison, l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi est estimée à 5. Et pour info, l'éruption la plus violente jamais enregistrée est celle du mont Tambora en 1883 avec un indice de 7. Donc on est sur quelque chose d'assez similaire. En effet, l'éruption du mont Santorin a été si violente qu'elle serait même à l'origine de la disparition de la civilisation minoenne. Et ses conséquences auraient été perceptibles jusqu'à la mer Noire et l'Égypte. Sauf que, là encore, on sait pas trop quand est-ce que ça se passe. Voilà. Bon, mais mis à part ça, concrètement, comment cette éruption aurait pu entraîner les 10 plaies d'Égypte? Alors l'idée, c'est que ça aurait créé un effet domino.
D'abord, les cendres du volcan parvenues jusqu'au Nil auraient créé une réaction chimique donnant au fleuve sa couleur rouge. Conséquence, l'eau serait devenue acide et donc toxique pour les poissons et les hommes. À cause de ça, les grenouilles auraient été chassées de leur milieu naturel et se seraient donc réfugiées sur la terre et dans les habitations. Forcément, privées d'eau, elles sont mortes de déshydratation. Ensuite, avec le nombre élevé de grenouilles, de poissons et d'autres animaux morts, les mouches et les moustiques ont pullulé et causé des ravages. En parallèle, les cendres volcaniques répandues dans l'herbe auraient empoisonné le bétail. Et toujours selon Trevisanato, les furoncles dont les humains étaient atteints lors de la 6e plaie seraient dus aux pluies acides. La grêle, les ténèbres et le déplacement des criquets sont également une suite logique des anomalies climatiques dues à l'éruption. Et enfin, ces dernières auraient impacté la santé des nourrissons. Ça va? Vous suivez toujours? Alors, au premier abord, cette théorie semble plutôt alléchante, mais en réalité, elle présente pas mal de défauts. En fait, quand on a commencé les recherches avec Elsa, on s'est rendu compte que Trevisanato était souvent présenté comme une référence sur le sujet, notamment dans la presse. Et effectivement, il a écrit pas mal d'ouvrages et d'articles à ce sujet. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait plusieurs points dans sa théorie qui semblaient bizarres. Déjà, les pluies acides, ça provoque pas de furoncles. Alors oui, ça c'est vrai et c'est même une idée reçue. Surtout, le problème principal, c'est que c'est quand même un peu compliqué de savoir quelle quantité de cendres il aurait fallu pour acidifier tout un delta. Pour construire sa théorie, Trevisanato s'appuie principalement sur un article des années 80 qui démontre la présence d'une couche de cendres volcaniques issue du Santorin dans un carottage effectué dans le delta du Nil. Alors, c'est pas parce que c'est vieux que ce n'est plus valable, hein, mais on n'a pas trouvé d'autres articles qui parlaient de cette couche de cendres en Égypte. Donc c'est quand même un sacré raccourci que de fonder sa théorie en grande partie sur ça. Puis de toute façon, cet effet domino, un petit peu comme par hasard, c'est un peu gros. De manière générale, sa théorie ne semble pas convaincre le reste de la communauté scientifique. Mais du coup, c'est quoi les autres théories ? Si vous suivez les actualités, le phénomène climatique El Niño vous dit sûrement quelque chose. Sur ce phénomène El Niño et à cause du phénomène El Niño. El Niño is capable of unleashing. Ce phénomène naturel qui intervient tous les 2 à 7 ans consiste en un réchauffement des eaux du Pacifique qui entraîne une hausse des températures et des épisodes de canicule dans plusieurs endroits du monde. Et durant l'âge du bronze moyen, des découvertes ont montré un réchauffement climatique progressif et inhabituel en Méditerranée orientale, dont le phénomène El Niño pourrait être responsable. Effectivement, plusieurs continents auraient été touchés par ce réchauffement atmosphérique, causant des pluies torrentielles, la prolifération de moustiques, la multiplication de criquets et enfin des phénomènes de marée rouge. Ces événements, qui s'apparentent fortement aux 10 plaies d'Égypte telles que décrites dans la Bible, auraient duré plusieurs mois. Cette augmentation des températures aurait favorisé la prolifération massive d'algues de marée rouge dans le delta du Nil. D'ailleurs, ce phénomène est bien renseigné puisqu'il existe toujours. Progressivement, ces algues toxiques seraient remontées vers le Nil, lui conférant son apparence sanguine et provoquant la mort des poissons. La suite, c'est à peu près la même. Les grenouilles, exposées à l'eau toxique, fuient vers la terre avant de mourir de déshydratation et leurs cadavres attirent les insectes. Et justement, ce sont ces insectes qui auraient été responsables des 5e et 6e plaies d'Égypte puisqu'ils auraient transmis des maladies au bétail et aux hommes. Les températures continuent d'augmenter et déclenchent logiquement des orages supercellulaires. Alors concrètement, ce sont des orages super vénères qui sont accompagnés de fortes pluies, de grêles et parfois de tornades. Voilà. Cela explique à la fois la grêle, les ténèbres et le déplacement des criquets. Sauf que, problème, l'explication concernant la dernière plaie, elle n'est pas très convaincante. Les tempêtes auraient eu pour conséquence d'augmenter l'humidité et donc de favoriser le développement de moustiques avec leur lot de virus. Ces derniers auraient été particulièrement violents pour les enfants car non immunisés à ces maladies, contrairement aux adultes. Alors après, à savoir pourquoi les enfants hébreux auraient été épargnés et pas les autres, on sait pas. Voilà.
on peut aller se faire Vous l'aurez compris, les explications scientifiques derrière les 10 plaies d'Égypte sont relativement lacunaires. En fait, on manque de données pour s'accorder sur une théorie et à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus scientifique. Par contre, il est possible que ce phénomène soit le fruit de plusieurs événements simultanés. Par exemple, il se peut que l'éruption du Santorin ait provoqué une ou plusieurs plaies et qu'en parallèle, les changements climatiques dont on vient de parler se soient chargés du reste. Autrement dit, ces théories ne sont pas incompatibles. Mais à ce stade de la vidéo, on ne vous a pas tout dit, il existe encore une autre explication. Posons-nous la question, quel est le sens de ce récit ? Les anciennes populations pensaient que les catastrophes naturelles étaient la manifestation de la colère de Dieu, ou des dieux pour les sociétés polythéistes. Autrement dit, une forme de punition ou de représailles pour de mauvaises actions commises par les hommes. Ça paraît assez fou, mais en fait tout au long de l'histoire et dans les différentes cultures, les mythes ont codifié les mécanismes qui expliquent le monde, comme par exemple le cycle des saisons. Et si ces similitudes existent, c'est parce qu'elles reposent sur un principe très humain, un besoin crucial de donner du sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci sont vécus de façon dramatique et soudaine. Ainsi, ils permettent de répondre aux grandes questions de l'existence. D'où venons-nous ? Pourquoi le monde est-il fait ainsi ? Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi mon crush me rappelle pas ? Ouais, ce genre de truc. Entre autres, ça permet de raconter l'origine du monde tout en donnant une place à l'homme dans la création. En donnant du sens à ces événements, cela permet aux êtres humains de prévenir ces désastres. Puisque les catastrophes naturelles sont dues à la colère des dieux, il suffit d'adopter un bon comportement pour ne pas les énerver. Finalement, ces drames ne sont plus arbitraires mais relèvent d'une justice divine. C'est la raison pour laquelle, dans les sociétés antiques, il existait des rituels et des sacrifices visant à apaiser les dieux. Cela permet aussi d'avoir un sentiment de contrôle, permettant de limiter l'impact de la catastrophe. Faudrait pas que Dieu renvoie un deuxième truc parce que son premier avertissement n'a pas été écouté. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le monde monothéiste de la Bible, la mort d'un membre de la famille est souvent également vue comme une punition de Dieu. Rappelons notre dernière plaie, la mort du premier-né de Pharaon. Cette 10e plaie reflète le châtiment ultime pour un homme qui n'a pas écouté les avertissements précédents et donc qui a rompu le lien avec le divin. Alors attention, on sait très bien que Pharaon, qui lui croyait aux dieux égyptiens, n'a pas rompu le lien avec eux, mais étant donné que l'Ancien Testament considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est celui de la Bible, eh ben fatalement, Pharaon est en rupture avec lui. En fait, ces mythes sont des textes intemporels dont l'objectif n'est pas d'être historique, puisque leur valeur tient à la morale qu'ils véhiculent. En prenant ça en compte, il est possible que nos 10 plaies d'Égypte ne se soient pas tout à fait enchaînées dans l'ordre de la Bible. Et surtout, on peut supposer qu'il s'agisse en fait d'une compilation de plusieurs événements n'ayant pas de lien entre eux temporellement et même géographiquement. Après, je passe direct à la conclusion. De nombreuses théories tentent d'expliquer cette succession de cataclysmes, mais que ce soit à travers celle de l'éruption volcanique ou celle du réchauffement climatique, y a quand même de nombreuses lacunes. Bon, en fait, il est fort probable que le récit des 10 plaies d'Égypte soit en réalité un mélange entre des phénomènes naturels et une construction mythologique. Alors j'insiste, à l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus scientifique sur la question. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir notre travail avec Elsa, je t'invite dès à présent à la liker et à t'abonner. Voilà, simple, basique, efficace. J'espère que ça vous a plu également, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, de cette collaboration. En tout cas, un grand merci à Elsa d'être venue me prêter main forte pour cet épisode. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne et de vous abonner si le cœur vous en dit, puisque vous trouverez plein de sujets hyper originaux. Vraiment, si vous aimez l'archéologie, foncez.
Merci beaucoup Alice de m'avoir invité sur ta chaîne, c'était vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de qualité et si vous en avez envie, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Passeport pour hier, vous êtes les bienvenus. Et on se dit à la prochaine. Voilà.